Tu sais, c'est toujours à l'occasion des discussions que je peux avoir avec des personnes que des sujets me viennent. Et là, je me dis, tiens, ça, on pourra en parler. Ouais. Ok, donc je suis impatiente. Et donc, aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, c'est après un échange avec des amis sur l'expérience de l'échec, où une amie me racontait en fait une situation dans laquelle elle-même s'est trouvée en difficulté pour accomplir une mission. Et la manière qu'elle avait d'en parler montrait bien qu'elle vivait difficilement cette situation. D'ailleurs, elle l'a dit, hein, pour moi, c'est un échec. J'ai pas réussi à faire ce qu'on attendait de moi. Et les autres personnes présentes ont tout fait pour la rassurer, lui dire que c'était pas grave, qu'elle pourrait recommencer, etc. Mais clairement, ça n'a pas changé sa posture vis-à-vis de la situation. Évidemment. Et je me suis dit qu'on pouvait en parler et regarder pourquoi est-ce qu'on vit tous nos échecs de manière si différente. Dans les mêmes circonstances, certaines personnes voient un échec, tandis que d'autres le considèrent plus comme une étape dans leur parcours. Exactement. Donc pourquoi cette différence de perception selon toi ? Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Alors d'abord, évidemment, il faut dire qu'on ne vit pas les mêmes émotions lorsqu'on traverse soi-même une situation qu'on qualifie d'échec, hein, comparé à ce que nous vivons quand quelqu'un nous raconte sa situation d'échec. Tu vois, quand quelqu'un te raconte une situation qu'elle considère comme un échec, ben il y a pour toi une distance. Alors tu peux être dans l'empathie, tu peux être dans la compassion, mais il n'y a pas la même charge émotionnelle que pour la personne qui est en train de vivre la situation. Donc en effet, parfois on peut se dire, ben écoute, il suffit de se relever et de recommencer, tu vois. Alors que quand c'est nous, ben ça nous semble bien plus difficile, plus compliqué. Il y a une douleur, des craintes, de l'inquiétude. Et ça explique ce que tu racontes de ton ami qui vit la chose, tandis que les autres la regardent à distance. C'est ça, ouais. En tout cas, ce sujet que tu proposes est intéressant parce que sur l'idée de l'échec, c'est vraiment une question de perception. C'est pas une réalité, un échec. Puisque, comme tu l'as dit, deux personnes peuvent être dans des conditions identiques. Leur ressenti face à cette situation va être complètement différent. Il y en a une qui va se dire « Ouais, c'est vraiment l'échec de ma vie, j'ai échoué » et même aller jusqu'à dire « Je suis un raté », tu vois. Alors qu'une autre personne, dans les mêmes conditions, hein, pourrait voir cette même situation comme une opportunité pour recommencer, transformer cette expérience et puis avancer. Tu sais, c'est l'idée que quand tu es tombé de cheval, eh bien, il faut vite remonter. Oui, c'est vrai. Alors, on peut rester un petit peu là-dessus, parce que, évidemment, c'est une métaphore. Mais parfois, c'est peut-être l'occasion de se demander si monter à cheval, c'était vraiment notre idée à la base. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est notre idée ou est-ce qu'on répond à une injonction externe ? Parce que, tu vois, peut-être qu'au lieu de monter à cheval, on aurait préféré faire de la poterie. Mais ça ne correspond pas à notre environnement. Et le fait de se retrouver dans cette situation que l'on considère maintenant comme un échec, ben, c'est peut-être l'occasion aussi de s'interroger sur ce qu'on veut vraiment, au fond. Tu vois, c'est dire que parfois l'échec, ça peut être un signal. Ça peut nous dire que ce qu'on est en train de poursuivre ne nous correspond pas vraiment. Et quand on échoue à quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que c'était vraiment mon choix ou est-ce que je faisais ça pour répondre à des attentes qui sont extérieures ? Tu vois, je pense à une situation vécue par quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, il est très doué en mathématiques. Donc, c'était vraiment la fierté de ses parents qui disaient « Notre fils, c'est un futur ingénieur, etc. » Donc, tu vois, ça met quand même une petite pression. Et donc, lui, sans trop se poser de questions, ben, il a suivi cette voie, il a intégré une école prestigieuse, il a décroché des stages. Voilà. Il le faisait avec facilité, mais il y avait un manque d'enthousiasme, tu vois. Et à un moment donné, il y a eu un projet qui était vraiment très important dans son parcours et il n'a pas réussi à produire le travail qui était attendu. Et il était complètement vidé, complètement démotivé. Et là, pour lui, ça a été vraiment un échec cuisant, tu vois, où il a commencé à douter de lui-même. Est-ce que je suis vraiment fait pour ça ? Pourquoi j'y arrive pas alors que j'ai toujours été doué ? Il y a sa famille à côté qui, au lieu de l'écouter, l'encourage à persévérer, tu vois, à remonter à cheval. En lui disant, bah, tu sais, c'est vraiment juste un mauvais moment, tu vas rebondir, t'inquiète pas. Mais lui, il sait en fait que ça n'était pas qu'un mauvais moment.
Et puis, le hasard des rencontres, un jour, il discute avec quelqu'un, et ce quelqu'un lui montre ce qu'il fait. Et en fait, c'était un dessinateur de BD. Et alors là, pour lui, ça a été la révélation. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il poursuivait un parcours, non pas parce qu'il le voulait vraiment, mais pour répondre aux attentes de ses parents, tu vois, pour leur prouver qu'il était à la hauteur de leurs ambitions pour lui. Donc là, on peut regarder vraiment cette perception de l'échec comme un signal. Et il n'était pas aligné, puisque c'est le terme qui est à la mode, avec ses envies et ses aspirations. Alors inutile de dire qu'il a tout arrêté, et aujourd'hui il évolue dans un domaine qui est beaucoup plus créatif et beaucoup plus épanouissant pour lui, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on aurait peut-être plus tendance à vouloir se dire « Ah, il faut vraiment que j'aille au bout », alors qu'il y a peut-être autre chose à en tirer. Exactement. Alors il y a ça, mais il y a aussi cette idée qu'il ne faut pas confondre l'échec d'une action avec l'échec d'une personne. Exactement. C'est pas parce que j'ai échoué que je suis un échec, que je suis un raté. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Cette confusion entre avoir échoué et être un raté, c'est un piège dans lequel on tombe très facilement. Ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais à la fac, il y a des étudiants qui pouvaient faire cette confusion entre le fait d'avoir raté un examen et le fait d'être un mauvais étudiant ou de ne pas être fait pour réussir des études. Ça, c'est le fameux fatalisme fonctionnel dont on parle régulièrement. Tu vois, mais ça veut quand même dire que pour certaines personnes, il peut y avoir ce lien entre ne pas réussir quelque chose et une remise en cause profonde de ce qu'ils valent, tu vois, de leur propre valeur. Comme si un échec isolé, même répété, définissait toute une identité. Et c'est vrai que là, ça devient vraiment problématique parce que on associe notre valeur personnelle à nos réussites ou à nos échecs. Oui, c'est vrai ça. Et dans notre société qui valorise beaucoup la performance et la réussite, c'est-à-dire qu'il y a une pression énorme pour réussir, et quand on échoue, on a tendance à se dire je suis pas à la hauteur et finalement je vaux rien. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi les autres exemples de perception. Et bien sûr, quand on a une perception différente, on a des actions différentes. Oui. Et là, il y a tout de suite un exemple qui me vient. On connaît toutes les deux très bien quelqu'un qui passait son permis moto à l'époque. Il nous disait qu'il était tombé en plein examen. Certains auraient abandonné à ce moment-là. Mais lui, il a décidé de se relever, de redresser la moto et de continuer le parcours. Eh bien, là, c'était la bonne solution parce que finalement, le moniteur lui a dit que c'était pas la chute qui comptait. Parce qu'en fait, la moto, c'est pas toujours facile d'éviter de tomber. Mais le fait qu'il ait su se relever et continuer sa route, ça a montré au moniteur qu'il était en capacité de faire face à un événement inattendu. Et finalement... il a eu son permis. Il a eu son permis. Ouais. Tu vois, c'est souvent ça, en fait, l'histoire qu'on raconte sur ceux qui ont échoué. C'est-à-dire qu'on célèbre leur capacité à se relever après l'échec. Mais on oublie parfois que la douleur d'un échec peut être tellement intense que la personne n'arrive pas à se relever immédiatement. Tu vois ? Et on peut remarquer que dans notre société, il y a cette injonction constante de savoir rebondir. T'as échoué là ? Ouais, ok, mais qu'est-ce que t'as appris ? Tu vois ? Et en fait, on te pousse à transformer chaque échec en leçon immédiatement, comme si tu devais déjà être prêt à passer à autre chose. Tu vois, je me souviens quand j'étais jeune, je participais à une formation où on nous demandait de trouver du positif dans les situations les plus difficiles. Alors, tu sais, parfois, tu as des combos comme ça. Hein. Donc, tu perds ton boulot et tu as ton conjoint qui te quitte. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Attends, qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est très violent comme situation. Et encore là, c'était même pas pour de vrai. Tu vois ? Et ça, je trouve que c'est un signe que notre société ne sait pas vraiment comment accompagner les personnes qui sont dans un moment de difficulté. Alors, on te demande de rebondir avant même que tu aies eu le temps de digérer l'épreuve. Et dans ce cas-là, l'injonction de trouver du positif dans l'échec, ça devient insupportable. On ne peut pas toujours transformer immédiatement un échec en leçon ou en tremplin. Il faut d'abord accueillir l'émotion, aussi désagréable soit-elle, tu vois, la colère, la peur, la tristesse. Ce sont des choses qu'il va falloir accueillir et non les rejeter parce qu'elles sont perçues comme négatives. Donc, savoir ne pas subir les injonctions sociétales, c'est vraiment très important. Et tu vois, dans le monde de la médiation, ce sont des situations que nous rencontrons souvent. Ce serait complètement contre-productif de dire aux personnes, tu vois, qui sont en train de vivre une situation de divorce alors qu'elles ne l'ont pas souhaité, de licenciement alors qu'elles ne voulaient pas partir, leur dire, tu sais, c'est pas très grave, vous allez rebondir,
vous verrez, dans 3 ans, vous n'y penserez plus. Ou j'ai rencontré des personnes dans vos situations et elles s'en sont parfaitement remises. Ce serait vraiment complètement contre-productif. Et ce qui va être important, en fait, c'est que ce tiers, le médiateur professionnel, aide la personne à énoncer et à accueillir ses émotions. Tu vois, que cette personne se sente reconnue dans ce qu'elle est en train de vivre. Ouais. Ça va être le seul moyen pour qu'elle arrête de ruminer sa situation et qu'elle puisse passer à autre chose. Mais si elle a en face d'elle quelqu'un qui lui nie sa légitimité à vivre ce qu'elle vit, eh ben, elle ne pourra pas dépasser son blocage émotionnel. Oui, mais en plus, dans la formation à la médiation professionnelle, tu insistes beaucoup sur cet aspect. Et les outils qui sont proposés, comme l'haltérocentrage, la restitution de sens... La reconnaissance, etc. Ouais. Voilà. Ces outils permettent au futur médiateur de se projeter dans cet accompagnement de la personne. Et d'ailleurs, je voulais dire autre chose en lien avec ce sentiment d'échec. Je vois la différence qu'il y a entre le monde des petits et le monde des adultes. C'est-à-dire que quand on est petit, nos échecs, ils sont facilement acceptés. Quand un enfant apprend à marcher et tombe, personne ne lui dit « t'y arriveras jamais ». On encourage toujours l'enfant à essayer encore et encore jusqu'à ce qu'il y arrive. Parce qu'en fait, il est en phase d'apprentissage. Ouais. Mais quand on grandit, je trouve que cette bienveillance disparaît peu à peu. Et on nous pousse à savoir réussir du premier coup. Ouais. C'est-à-dire que les adultes n'ont plus cette capacité d'accueil vis-à-vis de l'ignorance ou de l'erreur. Nous devons savoir. Ah oui, c'est clair. Et ça, c'est vrai que ça met une pression énorme parce que en réalité, tu vois, l'échec fait partie du processus de réussite. Ouais. C'est-à-dire que c'est en échouant qu'on apprend. On recommence, on ajuste, et puis un jour, on réussit. Tu vois, ça me fait penser à un truc. Tu te souviens, quand vous étiez petite, on jouait à Bilbo. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouh là là, c'était périlleux. Hein. Alors, Bilbo, le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Ouais, Bilbo le Hobbit. Ah, Bilbo le Hobbit, ouais. Tu te souviens peut-être qu'il y avait des coffres à ouvrir, il y avait des araignées à tuer, il fallait recommencer des parcours. Et combien de fois avons-nous échoué avant d'ouvrir ce fameux coffre? Ah ouais. Mais en fait, c'était ça l'intérêt du jeu, tu vois. C'est-à-dire que si on avait tout réussi du premier coup, on se serait ennuyé, en fait. Ouais. Alors, évidemment, dans la vraie vie, je dirais, on se met beaucoup plus d'enjeux. C'est pas seulement un coffre à ouvrir, quoi. Et du coup, on ne s'autorise plus à échouer. On oublie que c'est normal, que ça fait partie du chemin, que ça fait partie du parcours. Mais parce que, en réalité, dans la vie, c'est pas tant l'échec qui fait peur. Mais c'est plutôt l'idée de ne pas être capable de faire face aux conséquences de cet échec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si je suis convaincu que je peux faire face aux conséquences, du coup, l'échec devient moins effrayant. Mais quand les conséquences me paraissent trop lourdes, c'est là que l'échec devient paralysant. Et comme on l'a dit, c'est comme si, tout à coup, cet échec définissait qui je suis et non pas simplement ce que je suis en train de faire. Ouais. Justement, quand tu dis ça, ça me fait penser à l'échec scolaire. Quand un enfant n'a pas de bonnes notes, on dit qu'il est en échec scolaire. On rejette souvent la faute sur lui, et s'il échoue, c'est parce qu'il n'a pas assez travaillé ou parce qu'il n'est pas assez motivé. Mais en réalité, c'est plutôt un échec pédagogique. Parce que, en fait, c'est le professeur qui n'a pas trouvé la bonne méthode pour faire passer son message à cet élève en particulier. Mais je ne sais pas pourquoi on préfère blâmer l'élève. Alors, on préfère, je ne suis pas sûr qu'on préfère, mais c'est peut-être parce qu'on ne sait pas faire autrement. Parce qu'il faut bien un responsable, tu vois. Alors, le responsable, ça va être l'élève. Alors là, le propos, il n'est pas non plus, quand toi tu dis il y a une responsabilité pédagogique, le propos n'est pas non plus de stigmatiser les enseignants qui parfois ont une pédagogie qui permet parfaitement la transmission des savoirs, et puis parfois malheureusement, ça passe pas. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils ont appris aussi à adapter leur enseignement, à varier leur manière de communiquer? Ah oui, tu parles du modèle des structures et interactions en communication, le modèle SIC en fait, de l'ingénierie relationnelle. C'est vrai que ce modèle permet de prendre conscience de notre manière de recevoir de l'information, de la manière dont on va la traiter, mais aussi de l'importance de savoir enrichir sa manière d'émettre de l'information. Oui, de communiquer autrement en fait. Exact. Et c'est vrai que pour les enseignants, c'est vraiment important. Parce que je me souviens de certains cours au collège, au lycée ou même à la fac d'ailleurs, la matière devenait intéressante quand l'enseignant sortait du cours magistral pas très marrant. Mais ça, c'est un autre sujet. Exactement. Pour en revenir et concluant sur ce que tu dis, c'est que si on prend conscience que l'échec fait partie du processus d'apprentissage
et que chacun a son propre rythme pour les dépasser, peut-être qu'on serait moins dur envers nous-mêmes et envers les autres. C'est clair que la relation aux autres et à nous-mêmes serait plus sereine, tu vois. C'est ça, et ce serait un vrai changement dans notre manière de percevoir non seulement l'échec, mais aussi la réussite. Exactement.